Peux-tu expliquer simplement quand est-il nécessaire d'utiliser un raisonnement par récurrence forte et non par faible, à part la suite de Fibonacci? Oui, je vais te clarifier ça tout de suite, BG. Alors déjà, précisons que tous les types de raisonnements par récurrence infinie que vous avez vus sont en fait des récurrences simples. Je mets une vidéo dans la description ou alors allez voir sur mon profil sur les différents types de récurrences. Maintenant, comment savoir si, pour un exercice donné, un certain type de récurrence va être particulièrement adapté. Donc pour rappel, pour les récurrences infinies, on a la récurrence simple, la récurrence double, triple, quadruple, quintuple, patati patata, centuple, etc. et la récurrence forte, pour ce qui est des récurrences infinies. Un petit schéma va vous aider à comprendre l'idée assez facilement. Dans la récurrence simple, on fait tout simplement l'initialisation à 0. Autrement dit, on fait tomber le premier domino 0. Et ensuite, l'hérédité, c'est montrer que quel que soit l'entier pour lequel la propriété est vraie, elle est vraie pour le suivant. Autrement dit, que un domino, pour tous ces dominos-là, fait toujours tomber le suivant si lui-même est tombé. Donc 0 fait tomber 1, qui fait tomber 2, qui fait tomber 3, etc., etc., etc. Ça, c'est le fonctionnement de la récurrence simple. Ça veut dire que dans l'hérédité de la récurrence simple, on va prendre un entier n quelconque parmi l'ensemble d'entiers pour lequel on veut démontrer la propriété et prouver que c'est vrai pour le suivant. Donc on va utiliser la véracité de Pn pour Pn plus 1. Eh bien, pour la récurrence double, ça va fonctionner comme ça. On initialise à 0 et 1, ou les deux premiers entiers pour l'ensemble d'entiers pour lesquels on veut démontrer la propriété. Et on va démontrer que le rang n et n plus 1 implique le rang n plus 2. Autrement dit, on va utiliser le fait que la propriété soit vraie pour 1 et 0 pour que ça implique la propriété pour 2. Et on va prouver que le fait que la propriété est vraie pour 1 et 2 pour prouver que c'est vrai pour 3. Et ainsi de suite. Donc Fibonacci, il n'est pas nécessaire d'utiliser une récurrence forte, une récurrence double suffit. Souvent vous avez des indices. Si vous avez une suite définie par une relation de récurrence double, une récurrence double va marcher. Si vous avez une suite définie par une relation de récurrence simple, a priori, une récurrence simple va marcher. Une suite définie par une relation de récurrence triple, vous allez devoir faire une récurrence triple. Avec ce schéma-là, du coup, qui explique l'idée, 0, 1, 2 pour l'initialisation, et 0, 1, 2 vont impliquer 3, et 1, 2, 3 vont impliquer 4, et ainsi de suite. Donc pour les suites définies par une relation de récurrence triple, vous avez un plus 3 en fonction de un plus 2, un plus 1 et un. Et vu que un plus 3 dépend des 3 précédents, et bien dans la manipulation de l'hérédité, vous allez forcément avoir besoin des 3 avant, puisque vous allez utiliser la relation de récurrence. Maintenant, la question à 1 million, c'est qu'est-ce qui se passe quand est-ce qu'on utilise une récurrence forte? Bien noter que dans les exemples que j'ai cités, on sait qu'on a besoin des 3 d'avant, ou des 2 d'avant, ou des 5 d'avant, qui nous dit donc le type de récurrence qu'on va utiliser, quintuple, triple, etc., double ou simple. La récurrence forte, c'est quand a priori on aurait besoin de la véracité de la propriété pour tous les entiers d'avant pour être capable de la démontrer pour l'entier suivant. Ou alors, quand on ne sait pas la véracité de quel entier avant n plus 1 va nous aider à le démontrer pour n plus 1. Par exemple, la démonstration classique par récurrence forte, c'est la décomposition des nombres en facteurs premiers. Et donc je le fais pour 2 qui est lui-même un facteur puisque c'est juste 2. Et dans la récurrence forte, je vais supposer que la propriété de décomposition est vraie pour tous les entiers d'avant. Pourquoi? Parce que dans l'hérédité, on dira soit n est un nombre premier et ok, il se décompose en facteur premier, c'est gagné. Mais si n n'est pas un nombre premier, il est composé comme affiché ici. Et je vais me servir du fait que chacun d'entre eux se décompose en facteur premier. Le truc, c'est que ces gens-là, je ne sais pas c'est qui dans la position par rapport à n. Je ne peux pas affirmer que c'est celui avant, et même on peut démontrer que ce n'est pas celui avant, que c'est celui 2 avant, 3 avant, etc. Il n'y a pas de cas général où cette décomposition lie un entier avant n d'une façon simple. Donc comme je ne sais pas la véracité de quel entier avant n je vais utiliser, eh bien je vais avoir besoin d'une récurrence forte, parce que je vais utiliser la véracité de tous les entiers avant, plus grand que 2 bien sûr. Et donc dans cette décomposition, on n'a plus à se soucier, est-ce que P et Q ce sont ceux qui sont avant n par exemple dans la récurrence simple, ou les 2 avant n pour la récurrence double? Non, on sait qu'ils sont avant n, et on sait qu'on a admis la propriété pour tous les entiers de 2 jusqu'à grand n-1, et vu qu'on se décompose comme ça, eux se décomposent en facteur premier, et donc grand N aussi se décompose en facteur premier. Sinon, l'autre cas qui vous indique que vous allez utiliser une récurrence forte, c'est quand votre suite est construite entre guillemets par une sorte de récurrence forte, de manière un peu artificielle pour faire une récurrence forte, c'est-à-dire que un plus 1 s'écrit comme tous les termes précédents, donc ici la somme. Ou un peu plus bas dans cet autre exercice, un plus 1 est égal à cette expression, mais avec tous les termes d'avant. Vu que pour manipuler un plus 1, la relation de récurrence contient tous les termes d'avant, ça suggère très fortement qu'il faille utiliser une récurrence forte, c'est-à-dire supposer l'hypothèse de récurrence pour
tous les entiers avant n plus 1. En résumé, récurrence forte quand on a une suite qui est volontairement construite avec une relation de récurrence forte entre guillemets, c'est-à-dire que la suite au rang n plus 1 dépend de tous les termes précédents, donc la somme n'est pas fixe. Quand n est égal 5, on a U6, et ici on va de U0 à U5. Mais quand n est égal 10, on a U11, et donc là on va de U0 à U10. La somme n'est pas fixe, comme dans le cas des récurrences doubles, triples, etc. Et donc pour venir au schéma qui nous aide à comprendre les récurrences, ici dans ce cas pour la récurrence forte, on va initialiser à 0, ou le premier entier pour lequel on veut démontrer la propriété. L'hérédité va nous dire que pour tout entier, tous les entiers avant étant vrais, ça va l'impliquer pour mon entier. Donc pour 0, 0 c'est vrai, donc 0 c'est bon. Mais pour 1, tous les entiers avant c'est 0, donc 0 va l'impliquer pour 1. Et pour 2, tous les entiers avant c'est 0 et 1, donc tous les deux ensemble vont l'impliquer pour 2. Pour 3, 0, 1, 2, etc., etc. Donc si on veut raisonner dans la généralité et qu'on ne sait pas lequel des entiers précédents va nous permettre de démontrer la propriété, récurrence forte, et si l'expression dépend explicitement, comme on l'a vu, de tous les précédents, récurrence forte également. Encore une fois, tous les types de récurrence peuvent de la bonne façon se reformuler en récurrence simple. Voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions et si je peux éclaircir encore un autre point de ton cours. Bisous!